Le message est arrivé à 7h43 précise le jour de mon 21e anniversaire. Une photo du testament révisé, mon nom rayé à l'encre rouge comme s'il s'agissait d'une faute d'orthographe. Joyeux anniversaire, Ryan. Tu es désormais majeur. Tu peux désormais te débrouiller tout seul. Le message de ma belle-mère, Patricia, est arrivé peu après, accompagné d'un emoji en forme de cœur brisé qui m'a fait lever les yeux au ciel. J'étais assis sur le lit de mon minuscule appartement près de l'université, les yeux rivés sur l'écran de mon téléphone, incapable de comprendre pleinement ce que je voyais. À 21 ans, mon propre père m'avait rayé de l'héritage familial comme on supprime un fichier indésirable d'un ordinateur. Je m'appelle Ryan, et à ce moment-là, alors que je voyais des décennies de manipulation familiale enfin révéler leur vrai visage, je ressentais quelque chose qui n'était ni de la colère ni de la tristesse. C'était du soulagement. Car il n'avait aucune idée de ce que je possédais. 3 ans plus tôt, lorsque j'avais eu 18 ans, ma grand-mère Éléanore m'avait transféré l'acte de propriété d'un terrain de 15 acres dans la campagne du comté. Un cadeau qu'elle avait qualifié de « pour quand les choses deviendraient difficiles ». À l'époque, j'avais pensé qu'il s'agissait simplement de l'affection d'une grand-mère soucieuse de l'avenir de son petit-fils. Maintenant, je comprenais qu'elle avait prévu exactement ce moment. Le terrain était stratégiquement situé sur la route d'expansion prévue de la ville, une information que j'avais découverte par hasard lors de mon stage à la mairie l'été dernier. 15 acres qui valaient bien plus que n'importe quel héritage que mon père aurait pu me laisser. Tout en relisant le message de Patricia, mon esprit commençait déjà à réfléchir. Il pensait que me laisser hors du testament serait l'humiliation finale, la preuve que je n'avais jamais vraiment appartenu à cette famille. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro qui était enregistré dans mes contacts depuis près de 3 ans, en attendant un moment comme celui-ci. Cabinet d'avocat Thomson, bonjour. Bonjour, c'est Ryan Mitchell. J'ai besoin de parler de toute urgence à Monsieur Thomson au sujet de la vente d'une propriété. Est-ce possible aujourd'hui? À l'autre bout du fil, j'entendis la secrétaire vérifier l'agenda. Il a un créneau à 14 heures. Parfait. Et veuillez lui dire qu'il s'agit du terrain situé au 42, route rurale. Il comprendra. J'ai raccroché et j'ai regardé une nouvelle fois la photo du testament. Patricia et mon demi-frère Kevin s'étaient tout partagé, comme si je n'avais jamais existé. Comme si les 10 dernières années, pendant lesquelles j'avais été traité comme un étranger dans ma propre maison, s'étaient finalement cristallisées sur le papier. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez découvrir comment un simple héritage peut se transformer en la vengeance la plus satisfaisante que vous ayez jamais vue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'il se disputait les biens de mon père, j'étais sur le point de devenir plus riche qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Et cette fois, c'est moi qui déciderai qui serait exclu. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois remonter 10 ans en arrière, lorsque mon père a épousé Patricia et qu'elle a amené Kevin, son fils de seulement 8 ans, vivre avec nous. J'avais 11 ans et je faisais encore face à la mort de ma mère, survenue 2 ans auparavant. Patricia est arrivée comme une sauveuse, offrant à nouveau une stabilité et une famille complète. Mon père, dévasté par cette perte et inexpérimenté dans l'éducation d'un enfant seul, s'est accroché à elle comme à une bouée de sauvetage. Au cours des premiers mois, Patricia était la belle-mère parfaite, comme dans les films. Elle faisait des biscuits maison, aidait à faire les devoirs, organisait des sorties en famille. Mais j'ai remarqué quelque chose que mon père, aveuglé par le soulagement et la gratitude, ne voyait pas. Toute son attention était exclusivement dirigée vers Kevin. Quand j'avais de bonnes notes, elle murmurait un « c'est bien, mon chéri », distrait. Quand Kevin rapportait un dessin mal fait de l'école, elle le collait sur le réfrigérateur comme s'il s'agissait d'une œuvre d'art, appelait ses amis pour leur parler du talent artistique de son fils. Les choses ont empiré lorsque mon père a commencé à gagner plus d'argent avec son entreprise de construction. Patricia a développé un goût coûteux pour les vêtements de marque et les voyages, justifiant toujours ses dépenses comme un investissement dans la famille. Kevin avait besoin des meilleures chaussures de football, du dernier jeu vidéo, du téléphone portable haut de gamme. Moi, eh bien, j'étais un garçon responsable qui comprenait la valeur de l'argent. Quand j'ai eu 16 ans et que j'ai demandé à prendre des cours de conduite, Patricia soupirait et m'a dit que je ferais mieux de me concentrer sur mes études d'abord. 3 mois plus tard, Kevin, âgé de seulement 14 ans, a eu droit à un entraîneur de football privé qui coûtait 200 $ par séance. Le coup de grâce a été lorsque mon père a eu une crise cardiaque à l'âge de 48 ans. Soudaine, dévastatrice, fatale. J'étais en dernière année de lycée, Kevin était en 2e année. Patricia a immédiatement pris le contrôle de tout, l'entreprise, les finances, les décisions familiales. Pendant les funérailles, j'ai entendu plusieurs conversations chuchotées. Au moins, les garçons ont Patricia pour s'occuper d'eux. C'est une sainte, d'assumer la responsabilité d'élever Ryan avec Kevin.
comme si j'étais un fardeau supplémentaire qu'elle portait par bonté. Sa transformation a été progressive, mais implacable. Tout d'abord, elle m'a suggéré de contribuer davantage au foyer, puisque j'allais avoir 18 ans. J'ai trouvé un emploi à temps partiel au marché local, tandis que Kevin continuait à se concentrer uniquement sur le sport et ses amis. Puis vint la conversation sur l'université. « Ryan, mon chéri, tu devrais peut-être envisager de travailler pendant 1 an avant de t'inscrire. Kevin aura besoin d'un soutien financier pour ses études, et nous savons à quel point tu es indépendant. » Kevin postulait dans des universités privées très coûteuses, tandis que je me renseignais sur les prêts étudiants et les bourses pour l'université publique. Le coup le plus cruel est venu l'année dernière, lorsque j'ai obtenu une bourse partielle pour étudier l'ingénierie. J'étais euphorique, je voyais enfin une issue, un avenir. Patricia a accueilli la nouvelle avec un sourire forcé et m'a dit « C'est merveilleux, Ryan. Tu comprends bien sûr que nous ne pourrons pas t'aider financièrement, n'est-ce pas? Kevin est en train de terminer ses études et aura besoin de toute notre attention. » J'ai emménagé dans un petit appartement près de l'université et j'ai travaillé 20 heures par semaine dans un café pour payer mon loyer et ma nourriture. Pendant ce temps, Kevin a été accepté dans une université privée où les frais de scolarité coûtaient plus cher que mon loyer annuel. Pendant les vacances, quand je rentrais à la maison, je me sentais comme une invitée indésirable. Mon ancienne chambre avait été transformée en bureau pour Patricia. Mon lit avait été remplacé par un canapé lit inconfortable. Les photos de famille sur lesquelles j'apparaissais avaient été progressivement remplacées par des portraits de Patricia et Kevin. Le plus douloureux était de voir à quel point Kevin était devenu une version jeune de Patricia. Arrogant, gâté, complètement inconscient des privilèges dont il jouissait. Il parlait de ses projets de voyage en Europe après l'obtention de son diplôme comme si c'était un droit acquis, tandis que je calculais si je pourrais payer mes manuels scolaires pour le semestre suivant. Mais pendant tout ce temps, il y avait un secret qu'aucun d'eux ne connaissait. Grand-mère Éléanore, la mère de ma défunte mère, avait tout observé avec les yeux perçants de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour reconnaître la manipulation quand il la voit. 2 semaines avant sa mort, il y a 3 ans, elle m'a appelé pour une conversation privée dans le jardin de la maison de retraite. Ces paroles résonnent encore dans ma mémoire. « Ryan, mon cher, certaines personnes entrent dans notre vie pour nous enseigner de précieuses leçons de caractère. Patricia et Kevin sont ces personnes pour toi. Et quand le moment sera venu, tu auras les outils nécessaires pour mettre ces leçons en pratique. » C'est alors qu'elle m'a remis l'acte de propriété du terrain et m'a fait promettre de ne l'utiliser qu'en cas de besoin. Maintenant, en regardant la photo du testament où mon nom avait été rayé comme une erreur de frappe, je comprenais enfin ce qu'elle voulait dire. Il pensait m'avoir complètement éliminé de l'équation. Que sans héritage, sans soutien familial, je disparaîtrais simplement de leur vie comme un problème enfin résolu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le véritable héritage ne se trouvait pas dans le testament de mon père. Et dans quelques heures, lorsque je quitterai le cabinet de l'avocat Thompson, Patricia et Kevin découvriraient que sous-estimer une personne peut être l'erreur la plus coûteuse que l'on puisse commettre. La photo du testament brûlait sur l'écran de mon téléphone portable comme une marque au fer rouge. 2 heures s'étaient écoulées depuis que j'avais reçu le cadeau d'anniversaire de Patricia, et j'étais toujours assis sur le bord du lit, digérant la cruauté calculée derrière ce geste. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Cela n'avait jamais été le cas. Il s'agissait d'effacer mon existence de l'histoire de la famille, comme si je n'avais jamais compté. Comme si les 11 années que j'avais passées en tant que fils unique de mon père avant son arrivée n'avaient aucune importance. Comme si ma mère, qui était morte en défendant notre famille contre un cancer dévastateur, n'avait jamais existé. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Kevin. « Joyeux anniversaire, mon frère. Papa a toujours dit que tu étais intelligent. Je suis sûr que tu te débrouilleras tout seul maintenant. Au fait, maman veut que tu retires tes affaires du grenier de la maison avant la fin du mois. Nous transformons cet espace en home cinéma. » Lire ce message m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Mes affaires dans le grenier étaient les derniers souvenirs que j'avais de ma mère. Des photos, des lettres qu'elle m'avait écrites avant de mourir, la couverture qu'elle avait tricotée pendant ces mois de chimiothérapie. Des objets que Patricia savait que je gardais là parce que je n'avais pas assez de place dans mon petit appartement. Maintenant, il voulait transformer cet espace sacré en salle de divertissement pour Kevin. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est définitivement brisé. Pas la colère explosive qu'ils attendaient probablement. Pas le désespoir d'un jeune homme abandonné par sa famille. C'était quelque chose de beaucoup plus froid, de plus calculé. Une clarté cristalline que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai ouvert le tiroir du bureau et j'ai sorti le dossier que je gardais depuis 3 ans. À l'intérieur, l'acte de propriété du terrain de grand-mère Éléanore, soigneusement conservé dans une enveloppe scellée avec une lettre qu'elle m'avait écrite. « Mon cher Ryan », commençait la lettre,
écrite de sa main délicate. Si tu lis ceci, cela signifie que le moment que j'ai toujours redouté, mais auquel je me suis préparé, est arrivé. Patricia montre des signes inquiétants depuis qu'elle a épousé ton père. Elle te considère comme un obstacle à ses projets pour Kevin, et non comme le fils qui mérite protection et amour. J'ai continué à lire, chaque mot résonnant comme une prophétie qui se réalisait enfin. Le terrain que je te lègue n'est pas seulement une propriété. C'est ton indépendance. C'est ta dignité. C'est la preuve que quelqu'un dans cette famille a toujours cru en ta valeur, même lorsque d'autres ont tenté de la minimiser. Utilise-le à bon escient, mais utilise-le quand tu en auras besoin. Et souviens-toi, parfois, la meilleure vengeance est simplement de vivre loin de ceux qui n'ont jamais mérité ta gentillesse. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai ouvert Google Earth en tapant l'adresse du terrain. 15 acres de terre vallonnés dans la campagne, apparemment sans valeur pour ceux qui ne connaissaient pas les plans de développement de la ville. Mais moi, je les connaissais. Au cours de mon stage au service d'urbanisme l'été dernier, j'avais eu accès aux cartes d'expansion métropolitaine. La nouvelle autoroute qui relierait notre ville à Indianapolis passerait juste à côté du terrain de grand-mère Eleanor. Plus encore, l'État avait désigné cette zone comme zone commerciale préférentielle pour les 5 prochaines années. 15 acres sur la route d'expansion la plus prisée de la région. J'ai appelé Marcus Chen, un camarade de fac dont le père travaillait dans l'évaluation immobilière. 20 minutes plus tard, il m'a rappelé. « Ryan, tu es sûr de cette adresse? Parce que si c'est le terrain que je vois ici dans le système, il vaut au moins 800 000 $ aujourd'hui. Et lorsque l'autoroute sera construite, l'année prochaine, sa valeur va probablement tripler. 800 000 $. Une valeur qui va tripler l'année prochaine. » Alors que Patricia et Kevin se réjouissaient de m'avoir exclu d'un héritage qui valait peut-être 200 000 $ en biens divers, je possédais secrètement un actif qui valait 4 fois plus. Et ils n'en avaient pas la moindre idée. Je fermai mon ordinateur portable et me dirigeai vers la salle de bain. En regardant mon reflet dans le miroir, je remarquai quelque chose de différent. Mes yeux, qui avaient toujours reflété mon insécurité et ma quête d'approbation, étaient désormais animés d'une détermination que je ne reconnaissais pas. Je n'étais plus le garçon qui nettoyait toute la maison pour obtenir un « très bien » distrait de Patricia. Je n'étais plus le jeune homme qui travaillait 2 fois plus pour payer les luxes que Kevin recevait gratuitement. Je n'étais plus le fils qui acceptait les miettes émotionnelles en espérant qu'un jour, elles se transformeraient en amour véritable. J'étais devenu quelqu'un d'autre. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. « Ryan, c'est le Dr Thompson. J'ai reçu votre message concernant la vente d'une propriété. Puis-je vous demander quelle est l'urgence? Dr Thompson, j'ai trouvé le testament de mon père aujourd'hui. J'ai découvert que j'avais été complètement exclu de l'héritage familial. Ma voix était ferme, sans tremblement. Je dois liquider mes actifs et garantir mon indépendance financière avant qu'il n'essaie de contester quoi que ce soit. » Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Le Dr Thompson avait connu ma famille des années auparavant, lorsqu'il avait aidé à régler les formalités juridiques après le décès de mon père. Je comprends parfaitement. Franchement, après avoir rencontré Patricia, je ne peux pas dire que je sois surpris. Quel est le délai envisagé? Le plus rapidement possible. Idéalement, cette semaine encore. Je vais passer quelques coups de fil. J'ai un client qui recherche des propriétés dans cette région précisément pour un projet commercial. Si les titres de propriété sont en règle, comme je le pense, nous pourrions avoir une offre d'ici demain. J'ai raccroché et je me suis assis sur la seule chaise de mon minuscule appartement. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose dont j'avais oublié l'existence, le pouvoir. Pas le pouvoir sur les autres, mais le pouvoir sur ma propre vie. Le pouvoir de faire des choix sans dépendre de l'approbation ou de la générosité de ceux qui ne m'ont jamais apprécié. Le pouvoir de construire mon avenir sans porter le poids d'attentes familiales qui n'ont jamais été justes. J'ai rouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches. Des programmes de master en ingénierie. Des appartements dans des villes où personne ne connaissait mon histoire. Des opportunités d'emploi dans des entreprises qui valorisaient le mérite et non les relations familiales. Pour la première fois, je planifiais une vie basée sur mes propres rêves et non sur l'espoir que les autres m'acceptent enfin. Mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Patricia. J'espère que tu comprends que cette décision n'était pas personnelle. Ce sont juste les affaires. Kevin a une vraie famille à fonder et vous êtes pratiquement des étrangers l'un pour l'autre. C'est mieux ainsi pour tout le monde. J'ai lu le message 3 fois, m'attendant à ressentir de la douleur ou de la colère. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'une gratitude étrange et inattendue. Elle venait de me libérer de la dernière obligation émotionnelle que je ressentais envers cette famille. Plus rien ne me retenait à eux. Aucun sentiment de loyauté.
Aucun espoir de réconciliation. Aucune culpabilité d'avoir choisi mon propre bonheur. J'ai tapé une réponse simple. Merci de m'avoir éclairé. Je vous souhaite une bonne vie. Je l'ai envoyé, puis j'ai immédiatement bloqué son numéro. J'ai ensuite bloqué celui de Kevin également. Je me suis approché de la fenêtre de l'appartement et j'ai regardé la ville. Quelque part dehors, Patricia et Kevin étaient probablement en train de faire la fête. Ils pensaient s'être enfin débarrassés du problème que je représentais dans leur vie parfaite. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en me libérant, ils venaient de déclencher une série d'événements qui allaient tout changer. Car pendant qu'ils dormaient paisiblement, convaincus d'avoir gagné, j'étais sur le point de découvrir exactement le pouvoir qu'une personne peut avoir lorsqu'elle cesse de rechercher l'approbation et commence à rechercher la justice. Et lorsque le téléphone sonnerait le lendemain avec la première offre pour le terrain, Patricia et Kevin apprendraient une leçon que ma grand-mère Eleanor avait toujours su. Sous-estimer une personne peut être l'erreur la plus coûteuse que l'on puisse commettre dans la vie. Mais cette leçon était encore à quelques heures de là. Pour l'instant, ils pouvaient profiter de leur victoire imaginaire. Elle ne durerait pas longtemps. Le lendemain matin, je me suis rendu au centre-ville dans ma Honda Civic d'occasion, celle que j'avais achetée avec l'argent de mes heures supplémentaires au café près du campus. Le contraste entre ma voiture et la Mercedes argentée garée à côté du bâtiment de l'avocat Thompson ne me dérangeait plus. Dans quelques heures, cette dynamique allait complètement changer. Le bureau du docteur Thompson occupait le 12e étage, avec une vue panoramique sur le fleuve qui traverse notre ville. Il m'a accueilli avec une poignée de main ferme et ce regard perspicace que seuls les avocats expérimentés possèdent. « Ryan, asseyez-vous. » Il m'indiqua le fauteuil en cuir devant son bureau. J'ai reçu des informations très intéressantes sur votre propriété pendant la nuit. Mon cœur s'emballa, mais je gardai une expression neutre. 3 ans d'entraînement émotionnel avec Patricia m'avaient appris à ne pas montrer mes attentes. Mon client, Robert Chen, pas Marcus que vous connaissez, mais son père représente un consortium de promoteurs immobiliers qui s'intéresse particulièrement au terrain situé le long du tracé de la nouvelle autoroute. Thompson ouvrit un dossier épais rempli de documents. Lorsque je lui ai indiqué l'emplacement exact, il a annulé une réunion à Chicago pour venir ici en personne. Il fit glisser une feuille sur la table. Un chèque déjà rempli, n'attendant que ma signature sur l'acte. 1 200 000 $. Pas 800 000 comme l'avait estimé Marcus. 1 200 000. Il est prêt à conclure dès aujourd'hui, a poursuivi Thompson. Transaction en espèces, sans financement, sans inspection. Il connaît déjà la région et sait exactement ce qu'il veut faire avec le terrain. Mon esprit tournait à plein régime, mais ma voix était calme. Quel est son projet? Un centre commercial de luxe combiné à des bureaux d'entreprise. L'emplacement sera stratégique lorsque l'autoroute sera achevée l'année prochaine. Il estime un retour sur investissement de 400% en 5 ans. 400%. Alors que Patricia et Kevin se réjouissaient d'avoir volé un héritage de 200 000 $, j'étais sur le point de recevoir 6 fois cette somme. De l'argent dont ils ignoraient même l'existence. Docteur Thompson, j'ai une question délicate à vous poser. J'ai pris une profonde inspiration. Y a-t-il un moyen légal pour Patricia de contester cette vente, étant donné qu'elle est ma belle-mère et qu'elle contrôle désormais le patrimoine de mon père? L'avocat a ri, d'un rire sec et professionnel. Ryan, cette propriété vous a été transférée il y a 3 ans, lorsque vous avez eu 18 ans. Elle est enregistrée exclusivement à votre nom au registre foncier. Patricia n'a aucune autorité légale sur ce bien, même si elle est la veuve de votre père. Il a sorti un autre document. De plus, votre grand-mère Eleanor a été très prudente. Regardez cette clause ici. Il désigna un paragraphe mis en évidence. La propriété ne peut être revendiquée, contestée ou incluse dans aucun inventaire familial, quel que soit le statut marital ou héréditaire de tiers. Ma grand-mère avait même prévu cela. Alors je peux signer et c'est tout? Vous pouvez signer et c'est tout. L'argent sera sur votre compte dans les 24 heures. J'ai signé mon nom avec le même stylo que Patricia avait probablement utilisé pour rayer mon nom du testament de mon père. L'ironie était délicieuse. Thompson a organisé les papiers avec une efficacité militaire. Robert Chen m'a demandé si vous seriez intéressé par un poste de consultant pendant le développement. Apparemment, votre formation en ingénierie et votre connaissance de la région seraient très utiles. Une offre d'emploi. En plus de l'argent, une opportunité de carrière dans une entreprise qui valorisait réellement le mérite. J'accepte, répondis-je sans hésiter. Lorsque je quittai le bureau, le soleil semblait plus brillant. Je me rendis chez un concessionnaire automobile dans le quartier riche de la ville, celui où Patricia parlait toujours d'acheter une nouvelle voiture à Kevin lorsqu'il obtiendrait son diplôme. 40 minutes plus tard,
je repartais au volant d'une Tesla Model S noire, payé comptant, avec les papiers à mon nom. Le vendeur semblait encore sous le choc d'avoir conclu une vente de 80 000 $ avec un jeune homme de 21 ans un mardi après-midi ordinaire. Mais ma véritable mission ne faisait que commencer. Je me suis rendu à la maison où j'avais grandi, celle qui appartenait désormais officiellement à Patricia et Kevin. J'ai garé la Tesla devant le portail et j'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Kevin est apparu sur le porche, probablement attiré par le bruit silencieux du moteur électrique. Ses yeux se sont écarquillés lorsqu'il m'a reconnu au volant. J'ai baissé la vitre. « Salut, Kevin. Je suis venu chercher mes affaires dans le grenier. » Il est resté immobile, la bouche entr'ouverte, regardant tour à tour la voiture et moi. « Où as-tu trouvé ça? » « Je l'ai acheté. » ai-je simplement répondu. « Je peux entrer ?» Patricia est apparue derrière lui, encore en peignoir, les cheveux ébouriffés. Son expression est passée de la curiosité à quelque chose qui ressemblait à de la panique lorsqu'elle a vu la Tesla. « Ryan, chérie, quelle surprise !» Sa voix avait ce ton faux que je connaissais si bien. « À qui appartient cette voiture ?»« À moi. » Je suis sorti du véhicule, vêtu d'un jean propre et d'une chemise boutonnée que j'avais acheté chez le même concessionnaire. Rien d'ostentatoire, mais clairement cher. Je suis venu chercher les affaires de maman qui sont dans le grenier. Le silence qui suivit était presque palpable. Patricia et Kevin échangèrent des regards perplexes. « Ryan, mon chéri, » dit Patricia en descendant les marches, essayant de reprendre le contrôle de la situation. « Nous devons parler de ce qui s'est passé hier. Nous avons peut-être été un peu précipités avec le testament. Ne t'inquiète pas pour ça. » Je me dirigeai vers la porte d'entrée. Je m'en suis complètement remis. Et c'était vrai. 24 heures plus tôt, mon exclusion du testament m'avait profondément blessé. Maintenant, avec 1 200 000 $ transférés sur mon compte, cela ressemblait à une blague cruelle qui s'était retournée contre eux de manière spectaculaire. Kevin était toujours hypnotisé par la voiture. « Sérieusement, mec, comment t'as trouvé l'argent pour ça? » « En travaillant dur, Kevin. Tu devrais essayer un jour. » Patricia m'a suivi à l'intérieur de la maison, ses talons claquant nerveusement sur le parquet que j'avais nettoyé tant de fois pendant mon adolescence. « Ryan, chéri, tu sais que nous t'avons toujours considéré comme un membre de la famille. Le testament n'est qu'une formalité juridique. Cela ne change en rien nos sentiments. » Je montais les escaliers vers le grenier, Patricia me suivant comme un chien impatient. Chacun de ces mots confirmait exactement ce que je soupçonnais. Il commençait à paniquer. Dans le grenier, je trouvais les cartons exactement là où je les avais laissés des années auparavant. Des photos de ma mère, des lettres qu'elle avait écrites pendant sa maladie, la couverture qu'elle avait tricotée pour moi. Des souvenirs que Patricia avait tenté de transformer en espace de divertissement pour Kevin. J'ai chargé les cartons dans la Tesla, sous le regard perplexe des deux. Le dernier carton contenait quelque chose de spécial que j'avais oublié. La bague de fiançailles de ma mère, qu'elle m'avait demandé de garder pour la femme idéale. « Ryan » m'a interpellé Patricia alors que je fermais le coffre. « Où trouves-tu tout cet argent? Il y a 2 jours, tu travaillais dans un café. » Je l'ai regardé avec le même regard neutre que lorsque j'avais reçu la photo du testament. « Patricia, tu as dit hier que nous étions pratiquement des étrangers. Les étrangers n'ont pas à s'expliquer leurs finances. Si vous aimez suivre l'histoire d'une famille qui pensait tout contrôler et qui est sur le point de découvrir à quel point elle se trompait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la prochaine partie montrera exactement le moment où ils ont réalisé qu'ils avaient complètement sous-estimé la mauvaise personne. » Kevin a tenté une dernière approche. « Écoute, Ryan, à propos du message d'hier, je plaisantais, mec. Tu sais que je te considère comme mon vrai frère. » « Bien sûr, Kevin. » Je suis monté dans la Tesla. « Prends bien soin du home cinéma. » Alors que je rentrais chez moi, mon téléphone a sonné. C'était Thomson. « Ryan, l'argent est en cours de traitement. Et Robert Chen souhaite organiser une réunion pour discuter de votre position dans l'entreprise. Êtes-vous disponible demain? » « Tout à fait disponible. »« Parfait. Et Ryan? Il a mentionné qu'il était impressionné par ta maturité dans la gestion d'affaires de cette ampleur. Il a dit qu'il était rare de trouver quelqu'un d'aussi jeune avec autant de sang-froid. Du sang-froid. S'il savait ce que je ressentais vraiment. Ce n'était ni de la colère ni un désir de vengeance. C'était quelque chose de bien plus puissant, le sentiment d'avoir enfin le contrôle total sur ma propre vie. Ce soir-là, assis dans mon appartement avec vue sur l'université où j'étudiais l'ingénierie, j'ai calculé exactement ce que je ferais avec cet argent. Premièrement, je paierais la totalité de mes études. Deuxièmement, j'achèterais un appartement plus grand,
toujours à proximité du campus. Troisièmement, je créerai un fonds d'investissement qui me donnerait une indépendance financière totale jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais il y avait une quatrième partie du plan qui était encore en train de prendre forme dans mon esprit. Patricia et Kevin avaient passé 24 heures à croire qu'ils m'avaient vaincu. Maintenant, ils étaient confus et commençaient à paniquer. Non pas parce que je voulais leur faire du mal, mais parce qu'ils voulaient désespérément comprendre comment le garçon qu'ils considéraient comme un échec financier possédait soudainement des ressources qu'ils ne pouvaient expliquer. Leur curiosité serait la clé de la phase finale de mon plan. Car bientôt, très bientôt, ils découvriraient non seulement d'où venait mon argent, mais aussi à quel point ils avaient sous-estimé la personne qu'ils avaient tenté d'effacer de leur vie. Et lorsque cette découverte aurait lieu, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Pour aucun d'entre nous. 3 semaines après la vente du terrain, ma vie avait complètement changé, mais Patricia et Kevin n'avaient encore aucune idée de l'ampleur réelle de la transformation qui était en train de se produire. J'avais acheté un appartement de 200 mètres carrés dans le centre-ville, avec une vue panoramique et 2 places de parking. Non par ostentation, mais parce que je pouvais enfin choisir ou vivre en fonction de mes propres critères, et non des contraintes financières imposées par une famille qui ne m'avait jamais apprécié. Robert Chen ne m'a pas seulement offert un poste de consultant, il m'a fait associé minoritaire dans le projet de développement du centre commercial. Ma formation en ingénierie, combinée à ma connaissance intime de la région, m'a rendu indispensable à la planification. À 21 ans, je gagnais plus en un mois que Patricia et Kevin réunis en 6 mois. Mais la mise en œuvre effective de mon plan ne faisait que commencer. Le jeudi matin, j'ai appelé David Kim, un détective privé que Robert Chen m'avait recommandé pour vérifier les antécédents de mes partenaires commerciaux. J'avais besoin d'informations spécifiques sur la situation financière actuelle de Patricia et Kevin. Les résultats ont été plus satisfaisants que je ne l'espérais. Patricia avait hypothéqué la maison 3 fois au cours des 2 dernières années pour maintenir son niveau de vie luxueux. L'entreprise de construction de mon père, qu'elle avait reprise après son décès, perdait des contrats au profit de concurrents plus jeunes et plus efficaces. Kevin avait abandonné l'université privée au 2e semestre, après que Patricia n'ait plus été en mesure de payer les frais de scolarité. Ils étaient ruinés financièrement, mais maintenaient les apparences grâce à des cartes de crédit à leurs limites et des prêts bancaires. Parfait. Vendredi, j'ai mis en œuvre la première phase du plan. J'ai appelé Frank Morrison, le président de la banque où Patricia avait contracté les hypothèques de la maison. Frank avait été client de l'entreprise de mon père des années auparavant et me connaissait depuis mon enfance. Frank, c'est Ryan Mitchell. J'aimerais te parler d'une opportunité d'investissement. Ryan, j'ai entendu dire que tu te débrouillais très bien. De quel type d'investissement s'agit-il? Je suis intéressé par l'achat de quelques hypothèques en défaut de paiement dans la région. Des propriétés résidentielles spécifiques que je prévois de rénover et de revendre. As-tu quelque chose de disponible? Frank Harry. C'est drôle que tu me poses cette question. Nous avons quelques propriétés qui vont probablement être saisies dans les prochains mois. Des gens qui ne peuvent plus payer. Tu as les fonds nécessaires pour acheter au comptant? Oui. Et Frank? J'aimerais donner la priorité à une propriété en particulier. La maison où j'ai grandi, sur Oak Street. Si elle est saisie, je veux être le premier sur la liste. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Frank connaissait mon histoire familiale. Ryan, êtes-vous sûr de votre décision? C'est une décision émotionnelle. Tout à fait sûr. C'est une décision commerciale, pas émotionnelle. Je comprends. Je vais enregistrer votre demande dans le système. Si l'hypothèque est saisie, vous serez immédiatement averti. Je raccrochai et souris. Je n'eus pas à attendre longtemps. Le lundi suivant, David qui m'a envoyé un rapport détaillé. Patricia avait perdu le contrat le plus important de l'entreprise la semaine précédente. Un projet de construction de 200 000 $ qui avait été annulé après que le client eut découvert des irrégularités dans les documents d'autorisation. Des irrégularités que j'avais discrètement signalées au service municipal via un formulaire en ligne anonyme. Le mardi, Frank m'a appelé. Ryan, la propriété dont tu m'as parlé? Elle est officiellement en défaut de paiement depuis ce matin. Patricia Mitchell n'a pas réussi à payer son hypothèque pour le 3e mois consécutif. Tu es toujours intéressé? Absolument. Quel est le prix? 350 000 $. Paiement comptant, sans financement. Moins de la moitié de la valeur marchande. Ils étaient tellement désespérés qu'ils ont accepté n'importe quelle offre couvrant le montant de la dette. Marché conclu. Préparez les documents. Ryan, il y a autre chose. La propriétaire actuelle a demandé à rencontrer l'acheteur avant la finalisation. Elle ne sait pas que c'est vous. C'était mieux que ce que j'aurais pu espérer. Fixez le rendez-vous pour jeudi à 14 h. Dans le bureau de la banque.
Jeudi, je suis arrivé à la banque vêtu d'un costume sombre et d'une cravate, au volant de la Tesla qui me semblait désormais tout à fait naturelle. Franck m'a accueilli à la réception et m'a conduit à la salle de conférence où Patricia m'attendait déjà. Elle était assise dos à la porte, feuilletant nerveusement quelques documents. Cheveux impeccables, vêtements coûteux probablement achetés à crédit, manucure soignée. Toutes les apparences du succès étaient préservées, même à la veille de la faillite totale. Lorsque je suis entré dans la pièce et qu'elle s'est retournée, son expression a traversé 5 étapes distinctes en moins de 3 secondes. Confusion, reconnaissance, choc, horreur et enfin, compréhension dévastatrice de la situation. « Bonjour, Patricia. » Je me suis assis sur la chaise en face d'elle avec le même calme que lorsque j'avais reçu la photo du testament. J'ai entendu dire que vous vendiez la maison. Ses mains tremblaient tandis qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Ryan, vous êtes l'acheteur. Je suis l'acheteur. J'ai ouvert mon porte-documents et j'ai sorti les documents d'achat déjà signés. 350 000 $, paiement comptant. C'est une offre généreuse, compte tenu des circonstances. Franck est resté diplomatiquement silencieux, observant la dynamique familiale se dérouler dans sa salle de conférence. Patricia a tenté de retrouver son sang-froid, mais sa voix était tendue et aiguë. Ryan, chérie, c'est ridicule. Tu n'as pas autant d'argent. Tu travailles dans un café. Je travaillais dans un café, ai-je corrigé doucement. Je suis désormais associé dans une société de promotion immobilière. Franck, peux-tu lui montrer le justificatif du virement bancaire? Franck fit glisser un document sur la table. 350 000 $ transférés de mon compte vers le compte de garantie de la banque. De l'argent réel, vérifié, prêt à être débloqué dès la signature des papiers. Patricia regarda le document comme s'il était rédigé dans une langue étrangère. C'est impossible. C'est tout à fait possible quand on possède des actifs dont les autres ignorent l'existence. Je joignis les mains sur la table. La question est maintenant, voulez-vous vendre ou préférez-vous que la banque saisisse l'hypothèque et que vous perdiez tout sans rien recevoir en échange? C'est à ce moment-là qu'elle commença à comprendre l'ampleur réelle de ce qui se passait. Le terrain, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour moi. Vous avez vendu le terrain de votre grand-mère. J'ai vendu le terrain de ma grand-mère, confirmai-je. Pour 1 200 000 $. À un consortium de promoteurs qui va construire le plus grand centre commercial de la région exactement à cet endroit. Les larmes ont commencé à couler sur son visage, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. Ryan, s'il te plaît, tu ne peux pas nous faire ça. Nous sommes ta famille. Je me suis penché légèrement en avant, gardant ma voix basse et maîtrisée. Patricia, il y a 3 semaines, tu m'as envoyé une photo du testament avec mon nom rayé en rouge. Tu as dit que nous étions pratiquement des étrangers et que c'était mieux ainsi pour tout le monde. Elle tenta un dernier effort désespéré. Nous pouvons modifier le testament. Tu peux avoir ta part. Je ne veux pas de ma part dans le testament de mon père, l'interrompis-je. Je n'en ai pas besoin. J'ai mon propre héritage, dont vous n'avez jamais soupçonné l'existence. Et maintenant, j'ai aussi la maison où j'ai grandi. Franck s'est discrètement éclairé la gorge. Mesdames et messieurs, je dois vous rappeler que le temps imparti pour cette réunion est limité. Patricia s'est tournée vers lui, désespérée. N'y a-t-il pas d'autre option? Une sorte de refinancement? Franck a secoué la tête. Madame Mitchell, votre dette totale auprès de la banque dépasse les 800 000 $ entre les hypothèques et les prêts commerciaux. Cette vente est le seul moyen d'éviter une saisie qui vous laisserait sans rien. Je poussai un stylo vers elle sur la table. La décision vous appartient, Patricia. Signez et recevez 350 000 $ pour commencer une nouvelle vie. Ou laissez la banque saisir l'hypothèque et perdez tout. Elle regarda le stylo comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Et après, que arrivera-t-il à Kevin et moi? Après, vous ferez ce que font les adultes responsables. Vous vous occuperez de votre propre vie. Exactement comme vous m'avez dit de le faire pour mon 21e anniversaire. Le silence dans la pièce était assourdissant. Finalement, les mains tremblantes, Patricia signa les documents. Franck rassembla les papiers avec une efficacité professionnelle. Le transfert de propriété sera traité aujourd'hui même. Madame Mitchell, le montant net sera disponible sur votre compte dans 48 heures. Lorsque Patricia se leva pour partir, je restai assis. Elle s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois. Vous avez tout planifié, n'est-ce pas? Sa voix était vide, vaincue. Depuis le début. Je n'ai rien planifié, Patricia. J'ai simplement saisi les opportunités que vous m'avez offertes. Je l'ai regardé dans les yeux une dernière fois. Vous m'avez appris que la famille,
c'est la loyauté et l'amour inconditionnel. J'ai découvert que vous aviez raison. Mais vous n'avez pas compris à quelle famille cette leçon s'appliquait. » Elle est partie sans dire un mot. Frank m'observa en silence pendant quelques instants avant de parler. « Ryan, en 25 ans de carrière dans le secteur bancaire, je n'ai jamais vu un renversement de pouvoir aussi complet et calculé que celui-ci. Ce n'était pas une question de pouvoir, Frank. C'était une question de justice. Lorsque je quittais la banque cet après-midi-là, les clés de la maison où j'avais grandi à la main, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, la plénitude. Pas l'euphorie de la vengeance ou la satisfaction de la rétribution. Juste le sentiment tranquille que tous les comptes avaient été réglés et toutes les dettes remboursées. Patricia et Kevin avaient encore une dernière surprise qui les attendait à la maison. Mais cette découverte devrait attendre qu'ils arrivent à ce qui était autrefois leur résidence et trouvent la lettre que j'avais laissée sur la table de la cuisine. Une lettre expliquant exactement comment une famille qui pensait s'être débarrassée de son fils à problème venait de céder tout son pouvoir à la personne qu'elle avait le plus sous-estimée. La lettre attendait sur la table de la cuisine lorsque Patricia et Kevin sont arrivés pour récupérer leurs dernières affaires. Patricia et Kevin. Lorsque vous lirez ceci, je serai officiellement propriétaire de la maison où j'ai grandi. Non par nostalgie ou attachement émotionnel, mais parce que j'ai appris une leçon précieuse. Parfois, la meilleure vengeance est simplement de bien vivre. Au cours des 3 dernières années, alors que vous me traitiez comme un fardeau financier, je construisais silencieusement mon indépendance. Le terrain de grand-mère Éléanore, dont vous ignoriez l'existence, m'a apporté plus que de l'argent, il m'a apporté la liberté. Je ne vous en veux pas. Vous m'avez appris que la vraie famille n'est pas une question de sang, mais de ceux qui sont à vos côtés quand tout s'écroule. Merci de m'avoir montré qui vous êtes vraiment. La maison restera vide pendant quelques mois, le temps que je décide quoi en faire. Je la transformerai peut-être en centre d'aide pour les jeunes en situation de vulnérabilité familiale. Des personnes qui, comme moi, ont besoin de découvrir que leur valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. J'espère que vous trouverez la paix dans votre nouvelle vie. Ryan. Kevin jeta la lettre par terre et sortit en claquant la porte. Patricia resta immobile, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, tandis qu'elle regardait la maison vide qui n'était plus la sienne. 2 ans plus tard, j'ai reçu un message de sa part. Il vivait dans un appartement de 2 chambres dans une ville voisine. Kevin travaillait dans un magasin d'électronique, Patricia comme réceptionniste dans un cabinet médical. Une vie simple qu'il n'aurait jamais imaginé devoir mener. Ryan, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je voulais que tu saches que j'ai compris. J'ai passé tellement de temps à essayer d'assurer l'avenir de Kevin que j'ai oublié que tu étais aussi mon fils. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu immédiatement. Non par cruauté, mais parce que je voulais m'assurer que ma réponse viendrait du bon endroit. Quand j'ai finalement répondu, j'ai simplement écrit « Merci de m'avoir écrit. J'espère que vous allez bien. » Parce que c'était vrai. J'espérais vraiment qu'ils allaient bien. Ma nouvelle vie s'est épanouie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. L'entreprise de Robert Chen a connu une croissance exponentielle, et ma participation en tant qu'associé a fait de moi l'un des développeurs les plus jeunes et les plus respectés de la région. Non pas grâce à la chance ou à un héritage, mais grâce à mon mérite et à mon travail acharné. J'ai terminé mes études d'ingénieur avec les meilleures notes de ma promotion. J'ai acheté un appartement avec vue sur la rivière où j'avais l'habitude d'aller pêcher avec mon père avant que Patricia n'entre dans nos vies. J'ai voyagé à travers l'Europe, ce dont j'avais toujours rêvé, mais que je n'avais jamais eu les moyens de faire. Plus important encore, j'ai trouvé une vraie famille. Marcus Chen, mon ancien camarade d'université, est devenu mon meilleur ami et mon partenaire en affaires. Sa famille m'a accueilli pendant les vacances, m'initiant à des traditions que je n'avais jamais connues avec Patricia et Kevin. Pour la première fois, j'ai compris ce qu'était l'amour inconditionnel d'une famille. J'ai rencontré Amanda lors d'une conférence sur le développement durable à Denver. Ingénieure en environnement, intelligente, indépendante, elle dégageait une force tranquille que j'ai immédiatement reconnue. Quelqu'un qui m'appréciait pour ce que j'étais, et non pour ce que je pouvais offrir. Lorsque j'ai eu 25 ans, Amanda m'a offert une photo encadrée, elle et moi sur le terrain où se trouve aujourd'hui le centre commercial qui a changé ma vie. La construction en arrière-plan, l'avenir se matérialisant sous nos yeux. À l'homme qui a transformé le rejet en réinvention, était-il écrit au dos. La même semaine, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Frank, de la banque. Ryan, j'ai une proposition intéressante à te faire. Tu veux acheter d'autres propriétés en défaut de paiement? Il y a une jeune famille qui a perdu sa maison à cause de problèmes médicaux. J'aimerais les aider. J'ai commencé à acheter des maisons en défaut de paiement, non pas pour faire des profits, mais pour les transformer en logements abordables pour des familles qui traversaient des difficultés temporaires. Des personnes qui méritaient une seconde chance,
pas un jugement. La maison où j'ai grandi est devenue exactement ce que j'avais promis dans ma lettre, un centre d'aide pour les jeunes en situation de risque familial. Nous travaillons avec des thérapeutes, des conseillers financiers et des mentors qui aident les garçons et les filles à acquérir une indépendance émotionnelle et financière. Sur la plaque à l'entrée, une phrase de grand-mère Éléanore, « Votre canot de sauvetage vous attend toujours. N'hésitez pas à l'utiliser. » Il y a 6 mois, Kevin s'est présenté au centre. Il ne me cherchait pas, mais cherchait de l'aide. Il avait perdu son emploi et luttait contre des addictions qu'il avait développées pour faire face à la pression financière et émotionnelle. Il n'y a eu ni drame ni confrontation. Je l'ai simplement orienté vers les ressources appropriées, comme je l'aurais fait pour n'importe quel autre jeune ayant besoin d'aide. Il s'est inscrit au programme, a suivi 6 mois de traitement et a trouvé un meilleur emploi. À la fin du programme, il est venu me voir. « Merci », m'a-t-il simplement dit. « Je sais que je ne le mérite pas, mais merci. » Tout le monde mérite une chance de recommencer, Kevin. Y compris toi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire de dépassement de soi et de transformation, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres témoignages de personnes qui ont transformé les pires trahisons en leur plus belle victoire. La semaine dernière, alors que je passais en revue les chiffres annuels du centre d'aide, Amanda m'a montré une lettre de remerciement d'une jeune femme que nous avions aidée l'année précédente. Elle avait obtenu une bourse d'études complète pour étudier la médecine. « Vous voyez, m'a dit Amanda, vous avez sauvé plus de vies en transformant votre douleur en objectif que Patricia et Kevin n'ont jamais eu d'impact avec tout l'argent qu'ils ont gaspillé. » J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau la ville où j'ai grandi. La même ville, mais un monde complètement différent. La plus grande vengeance n'a pas été de les chasser de la maison ou de les voir en difficulté. Ce fut de découvrir que ma valeur n'avait jamais dépendu de leur approbation. Ce fut d'apprendre que la vraie famille est celle que l'on choisit et que l'on construit, et non celle dont on hérite par accident. Aujourd'hui, à 27 ans, je me réveille chaque jour reconnaissant. Non pas pour la douleur que j'ai endurée, mais pour la force que j'ai découverte. Non pas pour l'argent que j'ai gagné, mais pour les vies que j'ai pu toucher. Patricia avait raison sur un point. Nous étions pratiquement des étrangers. Mais ce n'était pas de ma faute. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la destruction de ceux qui vous ont fait du mal. Il réside dans la construction de quelque chose de si beau, à partir de cette douleur que la douleur elle-même se transforme en gratitude. Et c'est une leçon qu'aucun testament ne peut enseigner.